Voilà pour les titres, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition, une édition que nous ouvrons avec ces communiqués de la présidence de la République. La présidence de la République a appris avec gravité et consternation l'attaque armée barbare dont a fait l'objet ce jour 5 avril le domicile 6 à Titibougou de l'ancien chef de l'État, le professeur Alpha Oumar Konaré. La présidence de la République condamne avec la plus grande fermeté cette attaque gratuite et lâche et se félicite de la riposte prompte et professionnelle des forces de sécurité maliennes chargées de la protection du domicile de l'ancien président de la République. Au moment où notre pays renoue avec la paix et la sécurité, la présidence de la République engage les autorités chargées de l'enquête à tout mettre en œuvre pour chercher et punir les auteurs et complices de cette agression. Le lancement ce matin à Kita, je vous le disais à l'instant, de la campagne de distribution de moustiquaires imprégnés de longue durée pour la couverture universelle dans la région de Caille. Cette campagne de 6 jours est organisée par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique en partenariat avec PSI Mali, l'USAID et le Programme national de lutte contre le paludisme. Cette activité se tient en prélude à la Journée mondiale de lutte contre le paludisme prévue le 25 avril, dont le thème est « Investir dans l'avenir, vaincre le paludisme ». Compte rendu, Rachel Tessougué. Près de 2 millions de moustiquaires imprégnés d'insecticides de longue durée seront distribués à 354 000 ménages dans toute la région de Caille. À travers cette campagne de 6 jours, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et ses partenaires veulent mettre au moins 80% de la population à l'abri du risque de transmission du paludisme. La lutte contre le paludisme contribue à la lutte contre la pauvreté. Et c'est pourquoi cette activité de santé publique occupe une bonne place dans les objectifs du millénaire pour le développement. Pour relever les défis zéro décès liés au paludisme, d'ici 2015, notre pays a souscrit, entre autres stratégies d'intervention, à celle de la couverture universelle en moustiquaires imprégnés d'insecticides longue durée. Je voudrais lancer un appel solennel à la population de la région de Caille pour l'inviter à dormir toutes les nuits sous moustiquaires, en toute saison, et à bien entretenir les moustiquaires. Les habitants de la ville de Kita se disent honorés du choix porté sur eux pour le lancement de cette campagne de distribution gratuite de moustiquaires imprégnés de longue durée. Les moustiquaires imprégnés de longue durée demeurent aujourd'hui les moyens les plus efficaces et les moins coûteux. Aussi, je voudrais saisir cette occasion pour vous dire toute notre reconnaissance et remercier vivement tous les partenaires qui accompagnent constamment notre pays dans cette lutte salvatrice. La moustiquaire imprégnée de longue durée apparaît comme étant le moyen le plus simple et le plus efficace de protection contre le paludisme. Son utilisation régulière a réduit les décès infantiles de 20% dans les régions endémiques à travers le monde. Autre grand titre de ce journal, les travaux de construction de l'autoroute Bamako-Ségou sont exécutés à près de 68% et se poursuivent normalement. La principale difficulté du chantier est l'occupation de l'emprise de ce projet par les investissements privés, ce qui crée naturellement une discontinuité dans les travaux de l'entreprise chinoise. C'est le constat fait par une mission du ministère de l'Équipement et des Transports qui était sur le chantier ce samedi. Reportage d'Aouda Sidiki Diarra. Les travaux du projet de l'autoroute Bamako-Ségou avancent à souhait avec un taux d'exécution de près de 68%. Cela pour un délai consommé de 73,80%, ce qui veut dire qu'il n'y a plus de retard sur le planning d'exécution. Nous sollicitons la compréhension de la population aussi, parce que comme il y en a l'exécution des travaux là, on a dérangé beaucoup la population sur la ligne du projet. Par exemple les poussières ou bien les autres choses là. Après la réalisation des projets, la population, on peut bien profiter du projet. Nous voulons rappeler un peu aux chauffeurs, il faut diminuer un peu les vitesses. L'occupation de l'emprise du projet par les riverains ainsi que les réseaux des concessionnaires entrave le bon déroulement des travaux dans toutes les agglomérations que traverse l'autoroute, ce qui crée une discontinuité dans les travaux. Depuis Bamako au niveau du PK0 jusqu'au point où nous sommes, toutes les sections qui ne sont pas exécutées, c'est dû au problème de mise à disposition de l'emprise. Et ça, c'est du devoir de l'État. Puisque dans le contrat, il est dit que toutes les terres doivent être mises à la disposition de l'entreprise par le gouvernement de la République du Mali, qui est la partie contractante. Donc à ce jour, toutes les
identifications ont été faites. Les prestataires dont les réseaux sont dans l'emprise sont connus. Les montants qu'il faut pour faire ces déplacements, que ce soit EDM, Sotelma, PEP, Somagep, Tilgaz, Amader, et même les particuliers dont les domiciles seront atteints par le projet, tout est identifié, monétarisé, les gens sont d'accord avec les montants. Il faut que les populations comprennent pour au moins laisser le champ et travailler de concert avec l'État pour qu'on puisse vraiment remédier à cette crise qui empêche le déroulement du travail dans certaines agglomérations. Ce projet, une fois fini, donnera du confort aux usagers de cette autoroute. Toutes les spécifications techniques sont là. Et ce que je peux dire, à ce jour, ces spécifications qui sont dans le contrat sont respectées par l'entreprise. Nous pouvons garantir qu'à ce niveau, quand même, tout ce qui a été mis dans le contrat est respecté aujourd'hui sur le terrain. Longue de plus de 211 km, la route Bamako-Ségou a pour référence 120 km/h. La largeur de sa plateforme est de 10,30 m avec un revêtement de chaussée en béton bitumineux de 5 cm d'épaisseur. Nous sommes le 5 avril, une date symbole pour le Haut Conseil des collectivités, puisque c'est à cette date que l'institution a été installée. Pour cet anniversaire, le thème central retenu pour la régionalisation, facteur d'approfondissement de la décentralisation au Mali, défis, enjeux et perspectives. À l'ordre du jour de cette journée, une réflexion sur les élections communales 2014, compte rendu Moussa Fani. Au cours de ce 12e anniversaire de l'installation du Haut Conseil des collectivités du Mali, les acteurs impliqués dans la réforme de la décentralisation partageront les expériences. Les réflexions devront porter sur la refondation de l'État à travers la régionalisation. Selon le président du Haut Conseil des collectivités, une décentralisation assise sur la région sera la locomotive du développement économique, social et culturel. Il est établi aujourd'hui, au plan national et international, que la décentralisation est le passage obligé pour créer les conditions idoines de la réconciliation nationale et de vivre ensemble et partant booster le développement économique, social et culturel de notre pays. Cet appel du pied est une invitation à l'endroit de toutes les autorités pour qu'elles mettent dans leurs droits tous les élus des organes délibérants des collectivités territoriales du Mali. Le président de l'institution Oumour Ag Mohamed Ibrahim Aïdara a également évoqué les difficultés auxquelles est confronté le Haut Conseil des collectivités. Le Haut Conseil des collectivités est malheureusement assujetti à un tour de vis budgétaire drastique depuis les événements de mars 2012. Nonobstant l'amélioration substantielle des finances de l'État, le budget alloué à l'institution est resté bien en deçà du niveau budgétaire de l'année 2011. Cette journée a aussi été marquée par la remise d'attestations aux deux personnalités qui se sont battues pour la décentralisation au Mali et à l'Union européenne. Ces personnalités sont Ousmane Sy et Adama Sissouma. Conformément aux dispositions constitutionnelles, le président de l'Assemblée nationale porte à la connaissance des honorables députés que la session ordinaire d'avril 2014 débutera le lundi 7 avril 2014. L'ouverture solennelle ordinaire de la 5e législature va démarrer à partir de 17h dans la salle Modibo Keïta. Elle sera marquée par la participation d'illustres invités, présidents et parlement frères. Mise en place terminée 16h30. Et puis fin vendredi à Bujumbura, la 6e conférence des présidents d'assemblée et de sections de la région Afrique de l'Assemblée parlementaire francophone. Le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Chaka Sidibé, qui a conduit une forte délégation de parlementaires maliens, a participé à cette conférence. L'honorable Chaka Sidibé a informé la conférence de l'évolution de la situation au Mali après les dernières élections générales, les efforts consentis pour la sécurisation du pays et la réconciliation nationale avec l'appui de la communauté internationale. Retour ici, donc, le 54e anniversaire de l'indépendance du Sénégal a été célébré hier 4 avril. Ici à Bamako, l'événement a été marqué par un dîner organisé par l'ambassadeur du Sénégal au Mali. Autour de lui, plusieurs personnalités politiques et diplomatiques. Occasion pour Hassan Ndoye de rendre un hommage appuyé à la coopération entre le Mali et le Sénégal. Alousseyni Touré était à cette cérémonie. Reportage. Cette soirée a surtout été mise à profit pour magnifier la qualité de la relation qui unit nos deux pays. C'est pourquoi les personnalités militaires et civiles, maliennes comme sénégalaises, ayant contribué à rehausser le niveau de cette coopération,
ont été célébrés. Un hommage particulier a été rendu aux soldats tombés sur le champ de l'honneur, notamment à Kidal. Il serait certainement redondant de faire ici un rappel de la profondeur et de l'intensité des liens naturels, historiques, géographiques, culturels qui unissent le Sénégal et le Mali, et nos deux peuples. Je demeure cependant convaincu que ces relations multiséculaires seront hissées au plus haut niveau par leurs excellences, le président Ibrahim Boubacar Keïta et son frère et ami, le président El Hadji Macky Sall. Je voudrais saisir l'opportunité de cette fête pour rendre hommage à nos valeureux soldats, le caporal-chef Ousmane Fall et le soldat de 2e classe, Cheikh Tidiane Sarr, tombé sur le champ de l'honneur à Kidal le 14 décembre 2013. La communauté sénégalaise vivant au Mali reste unie au sein d'une seule et unique entité. C'est pourquoi le président Macky Sall a consenti un effort de financement de 100 millions de francs CFA au profit des femmes de cette communauté. Le ministre des Maliens de l'extérieur a rappelé pour sa part que ce jour aurait pu être l'anniversaire du Mali et du Sénégal, en référence à la Fédération du Mali qui a uni en quelque temps les deux peuples de nos deux pays. Le concours national d'orthographe première édition vient de prendre fin. 9 lycées de 3 communes du district de Bamako ont reçu cet après-midi des distinctions. À l'issue de cette compétition qui a débuté le 25 janvier dernier, c'est la commune 4 qui occupe la première marche du podium, suivie de la commune 1 du district de Bamako, compte rendu Abdraman Maïga. 3 lycées de la commune 4 du district de Bamako se classent premiers de ce concours national d'orthographe. Il s'agit de Saint-Marie-Claire, El Madan Dravé et Kardjigué Djakiti. Ce trio remporte entre autres 600 000 francs CFA, des ordinateurs de bureau et des dictionnaires français. En plus de ce prix, ces lauréats bénéficieront d'une formation d'une année. La deuxième place est revenue à la commune 1, composée des lycées Naini Sempara, Massissé et le lycée technique Ganga. La différence de ces deux premiers prix est que les scolaires de la commune 1 auront droit à une formation de 3 mois. Les lycées de la Lanterne, Cheikh Anta Diop et du Progrès se classent 3e de ce concours national d'orthographe. Ils reçoivent au total 400 000 francs CFA et des matériels didactiques. Nous souhaitons que pour des raisons d'ordre logistique, organisationnel et matériel, le concours national d'orthographe de la lecture, CENOL, se limite au district de Bamako et la région de Plouvra pour la deuxième édition. Cette seconde édition, tout comme la première, bénéficiera de l'appui et de l'accompagnement des plus hautes autorités de notre pays. Elles se sont félicitées de cette initiative qui permettra d'améliorer désormais la qualité de l'éducation au Mali. Je dois vous dire que la francophonie sera toujours disposée à vous accompagner dans ce sens et que la Commission nationale des cultures africaines, à travers le secrétariat général de la présidence, sera toujours présente, cette commission, à vos côtés, pour vous aider à aller vers des résultats meilleurs. Je voudrais recommander vivement à l'équipe du concours national d'orthographe de l'étendre très vite aux autres localités du pays, tout en l'améliorant, surtout entre autres par un accent très fort sur la lecture qui permet de développer et de consolider les performances en orthographe. Ce concours national d'orthographe a été lancé le 25 janvier dernier au lycée La Lanterne de Sogoninko, en commune 6 du district de Bamako. Il a mis en compétition les représentants des 18 lycées répartis entre les 6 communes du district de Bamako. Les responsables du parti CODEM ont organisé ce matin un déjeuner de presse. Objectif, remercier les journalistes pour leur accompagnement pendant les élections présidentielles et législatives. Compte rendu, Youssouf Diakité. Le parti Convergence pour le développement du Mali CODEM a voulu cet espace d'échange avec les journalistes pour leur dire merci. Merci pour leur accompagnement pendant les 2 élections présidentielles et législatives. À l'issue des élections présidentielles et législatives de 2013, la CODEM a su se hisser au rang de 5e force politique du pays. Et cela en moins de 6 ans d'existence.
Malgré le caractère festif, l'occasion était propice pour évoquer certaines questions liées à la vie de la nation, notamment la sécurisation et la situation socio-économique et politique du pays. Les douloureux événements sociaux et politiques qui ont secoué notre pays ont fortement ébranlé son tissu économique. À cela sont venus s'ajouter des incendies à répétition des différents marchés de Bamako, situation que nous déplorons. CODEM saisit cette occasion pour exprimer toute sa compassion aux opérateurs économiques victimes de ces sinistres. Outre l'économie, le président du parti a brossé toutes les autres questions, l'éducation, la justice, la santé, la décentralisation. Pour terminer son intervention face aux menaces du virus Ebola, Ousseini Amio Guindo a exhorté le gouvernement à doubler de vigilance en vue de prendre des dispositions pratiques. Entrepreneuriat social à milieu scolaire, enjeux et perspectives, c'est le thème du premier forum de l'association des clubs d'entrepreneurs élèves étudiants du Mali qui a ouvert ses travaux hier. À travers cet espace, l'association entend promouvoir la culture entrepreneuriale. Nouhoum Sissoko nous en parle. L'association des clubs d'entrepreneurs élèves et étudiants ACEE Mali veut faire de l'entrepreneuriat jeune une réalité dans notre pays. C'est pourquoi elle a initié cette rencontre autour du thème « Entrepreneuriat social en milieu scolaire, enjeux et perspectives ». Au total, 300 élèves et étudiants ont pris part à ce forum. L'impact recherché est d'orienter au moins 60% des jeunes vers la création d'entreprises sociales et solidaires d'ici 2017, basée sur une démarche entrepreneuriale qui pose d'emblée la question de la prise de responsabilité de l'entrepreneur vis-à-vis de la société, caractère innovant, création d'emplois, respect des valeurs de solidarité, de bonne gouvernance, de respect de la personne humaine. Chaque année, des vagues de finalistes arrivent sur le marché de l'emploi sans qualification avérée, donc sans espoir de pouvoir décrocher un emploi. Le département en charge de l'éducation nationale est en train de mener des réformes afin de sortir l'école du schéma classique, selon le représentant du ministre Oumar Maïga. C'est en ce sens que le département de l'éducation a entrepris depuis quelques années d'un côté de développer des partenariats entre les écoles professionnelles et les opérateurs privés. Tant que l'école n'est pas en contact avec le secteur privé pendant les études, il y a très peu de chances que les enfants puissent sortir avec des qualifications. Ce forum de 2 jours a permis aux participants d'échanger sur la problématique de la création d'entreprises et d'identifier les secteurs porteurs. Le groupe de réflexion pour la contribution de la presse dans la résolution de la crise centrafricaine est désormais opérationnel au Mali. Ce groupe, dont les activités viennent d'être lancées, veut contribuer à la recherche de la paix dans ce pays. Compte rendu, Mamourou Sidibé. Voler au secours des médias centrafricains, c'est l'ambition du groupe de réflexion pour la contribution de la presse dans la résolution de la crise centrafricaine GRCPRC. C'est la réponse au cri de cœur du collectif des professionnels des médias victimes des crises de ces pays de l'Afrique centrale. Notre contribution, c'est d'aller chercher les moyens où ils se trouvent et pour venir en aide à nos confrères. Cela ne suffit pas. On peut apporter des ordinateurs à nos confrères, mais tant que la crise est là et perdure, il faut agir sur la crise elle-même. Notre action ne se limite pas à nos confrères, mais nous avons mis ensemble les leaders religieux maliens de l'islam et du christianisme pour que d'un seul langage, ils expriment la tolérance que nous vivons au Mali. Aucune religion invite à tuer son prochain, ont soutenu les religieux présents au lancement des activités du groupe. Ils ont d'ailleurs invité la presse à soutenir les religieux de Bangui pour que revienne la paix véritable en Centrafrique. Pour certains intervenants, la crise centrafricaine est une instrumentalisation car il n'y a jamais eu de problème communautaire, encore moins religieux dans ces pays, ont-ils poursuivi. Les crises africaines traduisent l'échec des politiques, diront d'autres. Le groupe a soigneusement enregistré tous ces aspects pour l'atteinte de ses objectifs. Hors de nos frontières maintenant, au Cameroun, 2 prêtres italiens et une religieuse canadienne viennent d'être enlevés. Le gouvernement camerounais ne donne aucune indication sur l'identité des ravisseurs. À gauche, Gian Antonio Allegri. À droite, Gian Paolo Marta, sur cette photo prise dans l'extrême nord du Cameroun. Les 2 prêtres italiens ont été enlevés dans la nuit de vendredi à samedi, en même temps qu'une religieuse canadienne. Ils étaient en charge du centre pastoral de Thierry.
Cette localité est située à quelques dizaines de kilomètres de la frontière entre le Cameroun et le Nigeria, une zone où sévit la secte islamiste Boko Haram, classée organisation terroriste par les États-Unis. Nos forces de sécurité et de défense, tous les services de renseignement, notre population sont mobilisées et les efforts des uns et des autres mis à contribution pour les localiser. Le gouvernement camerounais ne donne aucune indication sur l'identité des ravisseurs, mais il semble optimiste quant au dénouement de cette nouvelle affaire de rapt dans la région de l'extrême nord. Il nous permet d'espérer que ça de notre expérience, et parce que le gouvernement de ce l'État a inscrit pour que tous les moyens soient mis à contribution, il est fort à parier que nous serons en mesure, et nous souhaitons qu'il en soit ainsi, avec le concours de nos amis, que nous serons en mesure de puis obtenir leur libération. L'enlèvement des deux prêtres italiens et de la religieuse canadienne intervient 3 mois après la libération du père Georges Vandenbusch. Le prêtre français avait été kidnappé dans la même région de l'extrême nord du Cameroun, une région où la secte Boko Haram tente régulièrement de se replier après des offensives lancées contre l'armée nigériane. En République démocratique du Congo, les femmes se forment à la gestion d'entreprises. Le réseau, qui compte aujourd'hui 2000 membres, est soutenu par plusieurs établissements financiers du pays. Les chiffres ne leur font pas peur. Toutes ces femmes sont à la tête de petites ou moyennes entreprises. Elles suivent aujourd'hui un cours de gestion dans le cadre d'un réseau créé il y a une quinzaine d'années par celle que l'on surnomme à Kinshasa Maman Flavie. Grâce à elle, des banques ont accepté d'accorder des microcrédits à ces femmes sans les garanties habituelles comme une maison. Un préalable, elles devaient ouvrir un compte et se montrer capables de l'alimenter durant 3 mois. À toutes, Maman Flavie tient le même discours. Il dit attention, vous avez les crédits, comment vous allez employer ces crédits pour que ça vous donne les résultats qui peuvent vous permettre d'aller encore demander. Le réseau compte aujourd'hui 2000 membres. Monique en fait partie. Il y a 7 ans, elle a pu se lancer dans un petit commerce de pâtes d'arachide. Elle travaillait alors uniquement à la main, sans machine. La banque lui a prêté 600 € qu'elle a remboursés en moins d'1 an. Aujourd'hui, Monique gagne 200 € par mois en moyenne. Et elle pense déjà à aller plus loin. Grâce à cette activité, je vis très bien avec ma famille. Je paie mon loyer, les études de mes enfants, je m'habille. Mais je souhaite obtenir un crédit plus important, qui me permettra de conditionner la pâte d'arachide dans des pots. Comme ça, je pourrai livrer les gros magasins, où je ne peux pas vendre en sachet. Seul bémol du système, le taux d'emprunt. Monique Flavie et les autres se battent pour qu'il baisse. Monique avait obtenu son premier crédit à 17%, mais ces taux peuvent atteindre 50% du montant emprunté, de quoi décourager les meilleures volontés. L'actualité à travers le monde nous conduit successivement en Europe avec des manifestations. Nous irons au Chili pour parler d'un séisme qui vient de se produire là-bas, au Pakistan et en Crimée. Mais commençons d'abord par les manifestations en Europe. Venus de France, de Pologne, du Danemark, d'Espagne et de Grèce, ils étaient 40 000 syndicalistes selon les organisateurs, 25 000 selon la police, à manifester vendredi à Bruxelles pour dénoncer la politique d'austérité en Europe. En fin de parcours, cette première euro-manifestation syndicale de l'année a dégénéré en affrontement entre la police et les dockers d'Anvers et de Gand qui avaient pris la tête du cortège. Objectif du mouvement, réclamer aux dirigeants de l'Union une voie plus sociale pour l'Europe. Dans le nord du Chili, plusieurs centaines de personnes jetées à la rue par les récents tremblements de terre ont manifesté pour réclamer aide et réparation en urgence. Les manifestants qui refusent de retourner dans leurs habitations endommagées ont érigé des barricades et se sont heurtés aux forces de l'ordre. Ils entendaient protester contre les lenteurs dans le rétablissement de l'électricité et l'eau dans les régions frappées par un séisme de magnitude 8,2 sur l'échelle de Richter. Au Pakistan, une trentaine de personnes, dont un enfant de 9 mois selon les informations, ont comparu devant un tribunal de Lahore sous l'accusation de tentative de meurtre. Tout comme son père et son grand-père, Mohamed Moussa avait été arrêté début février pour avoir lancé des pierres contre une compagnie du gaz qui traquait les fraudeurs.
Face à l'incrédulité qu'a suscité cette affaire, le juge a suspendu l'officier de police responsable de cette comparution, mais le bébé est convoqué à la prochaine audience la semaine prochaine. La Crimée privée de McDo, la firme américaine de restauration rapide a en tout cas annoncé la fermeture temporaire de ces 3 établissements dans l'ex-péninsule ukrainienne rattachée à la Russie. Pour les responsables de McDonald's, cette décision est plus économique que politique. Elle est justifiée par la suspension d'importants services bancaires et financiers à Simferopol. La chaîne, qui n'a pas fixé de date limite, a présenté des excuses par écriteau à ses fidèles clients. Retour à l'actualité nationale. En 5e région, la pêche collective de Tomina dans la commune du Fakara a donné son coup d'envoi jeudi dernier pour sa 2e édition. Cette activité traditionnelle mobilise toutes les communautés locales pendant 3 jours dans la plaine de Tomina. Compte rendu Jules Sambou Sissoko. La pêche collective de Tomina a lieu dans cette plaine du même nom, aménagée par CARE dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'aménagement du delta intérieur du Niger, PADIN 2. Et c'est bien parti pour 3 jours de pêche collective qui ouvrent la plaine pour cette activité traditionnelle. L'intérêt pour une telle pêche collective, ça nous permet de juger quel a été l'impact des ouvrages que nous avons eu à installer au niveau de ces plaines. C'est l'installation de ces ouvrages qui ont permis une certaine amélioration de la nappe phréatique et qui a amélioré la capacité de rétention et en même temps l'amélioration des produits halieutiques au niveau de la mare. Durant toute la semaine de la pêche collective, les populations vont améliorer leurs revenus et améliorer leurs conditions alimentaires. Cette plaine s'ajoute à une dizaine d'autres aménagées par CARE dans le but de développer des activités génératrices de revenus, mais pas seulement. Le mobile même de la présence de la DRP ici, c'est évaluer la productivité halieutique de la plaine aménagée de Tomina, inventorier les quantités de poissons pêchés, estimer la quantité totale et en même temps appuyer CARE dans son programme d'aménagement du delta intérieur du Niger pour la promotion de la pêche et de la pisciculture. Le premier coup de filet a produit de très belles captures. Voilà, après le fleuve, nous sommes à présent sur le ring et on va parler de boxe, on est en sport. Le gala Solidarité Gants d'Or s'est déroulé vendredi soir au pavillon des sports à l'initiative de l'ancien champion intercontinental Moussa Sangaré. La soirée qui a vu la participation des boxeurs guinéens a comblé les attentes. Résumé de la soirée avec Amara Mali Diallo. Ce gala Solidarité Gants d'Or à l'initiative de notre compatriote Moussa Sangaré, plusieurs fois champion du Mali, champion d'Europe et double champion intercontinental des poids plumes, est dédié à la paix, à l'amitié et à la solidarité nationale. Sous la coupole de la Fédération malienne de boxe et de la Ligue de boxe du district de Bamako, l'événement qui a installé son ring au pavillon des sports a vu la participation des boxeurs venus de la Guinée voisine. 7 combats sont au programme de la soirée qui verra également l'association Solidarité Gants d'Or remettre un important lot d'équipements à la boxe malienne. Et dans les discours d'ouverture, les intervenants salueront tous cette initiative de l'ancien champion. C'est l'occasion pour moi de saluer le courage et la persévérance de la Fédération malienne de boxe qui travaille de façon discrète mais très efficace pour le grand bonheur des pratiquants de cette discipline. Ceci est l'entame un peu de notre programme de régionalisation, parce que nous voulons désormais organiser des combats avec les pays voisins, le Sénégal, la Guinée, on l'a fait aujourd'hui. Prochainement, ce serait la Côte d'Ivoire, ensuite le Burkina, et tout ça, ensuite, on va organiser des tournois pour que les boxeurs s'aguerrissent. Sur le ring, on retiendra les 3 combats phares. Chez les filles, dans la catégorie des 60 kg, la Malienne Fatoumata Sako a eu fort à faire face à la Guinéenne Aïchatou Keita en bleu dans un combat très engagé et ouvert où notre compatriote puisera dans sa grande expérience pour venir à bout de Aïchatou et enlever le trophée les 50 000 francs CFA des primes. Chez les hommes, dans la catégorie des mi-lourds de 81 kg, Moussa Sangaré, champion du Mali, sortira lui aussi le grand jeu pour s'imposer au point à l'issue des 3 reprises face à Ibrahim Abdul Diallo, un fougueux gaucher. Mais le combat qui aura le plus retenu les attentions, c'est celui qui oppose Mamadou Keita Souboulé au Guinéen Alpha Bouakar Diallo, champion d'Afrique militaire, titre conquis face au même Malien l'année dernière à Conakry lors du championnat d'Afrique militaire. Pour cette manche retour à Bamako face à son public, Souboulé ne laissera pas de temps aux Guinéens blessés à la pommette gauche dans la 2e reprise.
Mais au-delà de tous les résultats techniques, c'est l'organisation d'un tel événement qui est à saluer pour une discipline qui a failli tomber dans les oubliettes il y a quelques années. Le grandeur est présidé par M. Moussa Sangaré, ex-boxeur professionnel, fils du Mali, qui a qu'une seule idée en tête, c'est de participer au développement de la boxe malienne. Et pour cela, il ne ménage aucun effort. Le gala Solidarité Gandor a vécu, pourvu que l'on maintienne allumée cette flamme de la renaissance de notre boxe. Une belle partie des box Actu Hebdo de ce dimanche reçoit comme invité Oumarou Ag-Mohamed Ibrahim, président du Haut Conseil des collectivités, et Amadou Maïga, représentant de Qatar Charity et coordinateur de l'ONG Vibonne. Avec le premier, il sera question de l'anniversaire de l'institution donc du Haut Conseil des collectivités. Avec le second, il sera abordé le sujet relatif à la journée de l'enfant orphelin. Retrouvez Ibrahim Djambélé et toute son équipe demain à partir de midi. Voilà, c'est la fin de ce journal. Au nom de l'ensemble de la rédaction, merci de votre aimable attention. Demain 13h, retrouvez Kadiatou Kone et j'aurai le grand plaisir de vous présenter l'édition du soir. Au revoir et qu'Allah bénisse le Mali.